Sur les aspects nationaux, premier point, on est à 3 mois de la mise en place de la nouvelle majorité, un peu plus de l'entrée en fonction du président, mais c'est 3 mois que, on va dire, la nouvelle équipe est aux responsabilités. Les priorités de nos concitoyens, si je dois les résumer, me semblent être tordre le cou au chômage. Quand on discute avec les gens aujourd'hui, c'est ça. Quand ils expriment un jugement, une impatience, etc., ils la réfèrent à ça. Dans l'ordre des priorités, je crois que la notion de pouvoir d'achat vient, parce que c'est la rentrée, mais pas simplement, parce qu'il y a eu pendant une période non négligeable un pouvoir d'achat qui est resté étal. Et puis, ce qu'attendent peut-être nos concitoyens par rapport à cette nouvelle majorité qui est passée dans les messages, c'est libérer les énergies créatives, c'est-à-dire faire en sorte, pour certains c'est les règlements, pour d'autres c'est le numérique qui doit apporter, etc. etc. Une notion de un nouveau souffle. Que dire du chemin parcouru dans ces 3 mois si je dois porter un regard qui sera nécessairement très limité dans le temps, parce qu'en 3 mois on ne révolutionne pas des politiques publiques, etc. etc. J'insisterai sur le fait que dans ces 3 mois, tout d'abord, on voit très directement, et c'est pas pour dévier la balle, très directement l'effet de politiques publiques décidées préalablement. Quand vous discutez aujourd'hui avec des entreprises sur les raisons de la reprise, parce qu'il y a une reprise en activité économique, en création d'emplois, etc., le CICE, c'est-à-dire 40 milliards de baisse de charges, constitue un élément majeur qui amène ce gouvernement à dire on ne va pas le mettre en crédit d'impôt, mais on va, ce qu'avait d'ailleurs prévu l'équipe précédente, mais je crois qu'il faut le faire, ils ont raison de dire qu'ils vont le faire, on va essayer de le traduire durablement dans un nouveau paradigme des charges pesant sur l'entreprise. La loi travail qui manifestement satisfait les responsables d'entreprise, qui voient là une baisse des contraintes, une baisse des réglementations, un assouplissement du marché du travail, et qui par ailleurs est accueilli de manière mitigée par nos concitoyens, mitigée parce que est-ce que ça va répondre aux attentes dont je parlais tout à l'heure sur l'emploi, le pouvoir d'achat? Mitigé parce que la crainte, c'est qu'il s'agisse là d'une politique qui fragilise plus, parce que le contrat de travail sera plus souple, qui fragilise plus, qui fragilise davantage. Comme une loi de protection. Absolument. Absolument. Donc c'est une des sources de l'inquiétude. Donc l'appréhension aujourd'hui, c'est que cette fragilisation du contrat de travail n'apporte rien, voire fragilise ceux qui avaient déjà un pouvoir d'achat qui était diminué. Par rapport à ça, on est à un moment de vérité. Est-ce que ce gouvernement va répondre par plus de libéralisme ou par des énergies libérées au service de la créativité, de l'emploi des jeunes, etc. etc. Donc je ne porte pas de jugement définitif, mais je dis... Il y a une première réponse. Oui, voilà, quand vous posez la question, vous avez la réponse. Plus de libéralisme. Alors je vais enchaîner avec la suite. Oui. Les 2 lois qui viennent, c'est l'apprentissage et la formation professionnelle. C'est les 2 réformes qui sont annoncées, et donc un grand débat. Ce sont 2 domaines qui sont au cœur des compétences de la région, puisque la formation professionnelle, c'est la région et les partenaires sociaux, et parce que l'apprentissage, c'est directement la région. Nous serons, les régions, et je serai personnellement au niveau régional comme au niveau national au nom des régions, extrêmement impliqués dans ces débats, parce que nous souhaitons que les réformes qui viendront soient des réformes qui permettent à l'apprentissage de se développer, c'est clair, qui
permettre à la formation professionnelle de prendre à la fois du volume, mais aussi de la réactivité. Vous savez, le combat qu'on mène pour qu'il puisse y avoir, je vous en prie, merci beaucoup, qu'on puisse avoir des formations professionnelles qui soient articulées avec les possibilités d'emploi. Et donc, on veut là des réformes qui donnent du rythme, mais qui, par rapport à ce que je disais précédemment, répondent à une priorité qui doit être une priorité économique et sociale. Et sociale. Ça ne peut pas être exclusivement la problématique de l'entreprise. Bien évidemment, que l'entreprise soit compétitive, c'est un passage nécessaire pour arriver à rétablir de la croissance et de l'emploi, mais ça ne peut pas se faire au moment où nous sommes par une précarisation excessive des emplois de travail. Voilà, des contrats de travail. Donc voilà la problématique. Deuxième aspect national, si vous le permettez, notre attention est grande depuis le 17 juillet, depuis la grande conférence territoriale, notre attention est grande aux évolutions qui seront celles des dotations aux collectivités territoriales. Retenez ce chiffre, il est clair, 92% des recettes de la région sont liées à des décisions de l'État et des dotations de l'État. 92%. C'est donc dire que la marge de manœuvre de la région dépend directement du niveau où l'État fixera. L'État a demandé aux collectivités territoriales, le 17 juillet au matin, c'était le Premier ministre, le 17 juillet après-midi, c'était le Président de la République. L'État nous a demandé de participer à l'effort de rétablissement des comptes. Qu'est-ce que nous avons dit? Et nous avons dit quelque chose qui est fort, qu'a livré la Cour des comptes. Il y avait eu un plan précédent de participation des collectivités à l'effort de redressement des comptes, qui avait porté sur 3 années. Les collectivités avaient été invitées à faire 11 milliards d'économies sur leurs dépenses. En 3 ans. En 3 ans. Elles ont réalisé 9,4 milliards d'économies, c'est-à-dire 85% de l'objectif. Dans ce même plan, la sécurité sociale était attendue, des dépenses de santé, etc., étaient attendues à une économie de 21. Elles ont réalisé 12,5, soit 60%. Et dans la même période, l'État devait faire 18 milliards d'économies, et l'État en a fait 5, soit 28%. Tant et si bien que nous sommes légitimes à dire que l'effort, sans baisse de l'investissement, sur le fonctionnement, les collectivités territoriales l'ont fait quand l'État ne l'a pas fait. Nous avons fait cet effort-là. Nous avons diminué nos dépenses. Et que être aujourd'hui dans la double peine, c'est-à-dire à nouveau, ce serait, alors que nous sommes à l'os, ce serait demander un effort qui, s'il était maintenu au niveau qui est annoncé, un effort qui ne nous permettrait pas d'assumer les responsabilités de fonctionnement qui sont les nôtres sur des secteurs essentiels, et le gouvernement le dit, sur des secteurs essentiels que sont l'économie, la formation professionnelle, l'éducation, l'emploi, la solidarité, par exemple, avec les CAPASO. Donc, on ne pourrait pas, en fonctionnement, et on ne pourrait pas non plus en investissement, faire cet effort. J'insiste là-dessus parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, 13 milliards, ça ne dit pas grand-chose. 13 milliards à l'horizon 2021-2022, ça ne dit pas grand-chose. Mais c'est un effort qui serait considérable parce que si on l'applique dans la dépense publique de la région Centre-Val de Loire ramenée à l'ensemble, ça nous amènerait à une baisse de 13 millions par an, c'est-à-dire 13 millions en 2018, 26 millions en 2019, 32 millions 39 millions en 2020 et 2021, c'est l'horizon qu'il se donne, en 2021, 52 millions, soit un effort cumulé de 130 millions d'euros. Vous comprendrez dans ces conditions que les collectivités territoriales, toute collectivité, tout niveau de collectivité confondu, toute sensibilité confondue,
politique, droite, gauche, etc., expriment aujourd'hui. Et cette illusion qu'on peut avoir à Bercy, qu'ils ont qu'à baisser leur fonctionnement. Très franchement, vous en connaissez un certain nombre de cadres de la région, ou techniciens en région. Il y a un rythme de boulot qui est pas bon. Donc c'est un effort. On n'a pas fermé à l'idée de participer à l'effort, mais dans des proportions qui puissent nous permettre, surtout à l'échelle des régions, on porte des compétences nouvelles, vous l'avez vu sur l'économie, l'emploi, on porte des compétences nouvelles, je vais y revenir sur tout ce qui est des compétences d'avenir, il y a des niveaux auxquels on ne peut pas venir. Donc ça c'est le deuxième point. Vous vous souvenez que l'an passé, nous avions vraiment ferraillé durement. Vous avez deviné le dessous des cartes hein, quand le Premier ministre est arrivé à Reims le mercredi soir. Il n'avait pas définitivement arrêté sa position, poussé qu'il était par Bercy, de ne pas céder à ces salopards de présidents de région qui voulaient venir toucher à la fiscalité d'État. Et Manuel Valls, il a des qualités et des défauts, mais sur ce point, c'est quelqu'un qui est un décentralisateur et qui est un régionaliste. Et il était persuadé qu'on ne pouvait pas faire vivre la décentralisation avec des collectivités sous perfusion, avec des collectivités tenues en laisse. Et dès lors que vous n'avez pas de ressources qui vous soient dédiées autres que celles que l'État veut bien vous concéder année après année par le système des dotations, vous êtes sous tutelle. Et donc, lui partant de ce principe général, je ne veux pas de collectivité sous tutelle, avait, dans le cadre des discussions, dit « Ok, vous ne levez pas d'impôt, mais on vous donne une part d'un impôt qui est dynamique, quelle que soit en gros la période, sauf hyper catastrophe, la TVA elle est restée dynamique dans son produit aux alentours de 2%, y compris dans les années de crise. Donc on vous donne, il y a toute une partie qui sera une partie, non pas dotation d'État, sur lesquelles on connaît la tendance baissière, mais qui sera une part de TVA, laquelle pourra augmenter. On lui avait dit, ok, on veut que ce soit inscrit. Ça a donc été dans le texte de la loi de finances inscrit qu'à partir de 2018, nous aurions une part de TVA. Au départ, moi j'ai vu Darmanin. Au départ, c'était non, mais il n'y avait pas de. Si, il y avait un engagement, regarde bien, etc. etc. Bon. Ils sont dans l'état d'esprit aujourd'hui de reconnaître que c'est difficile, enfin c'est pas gagné, hein, mais c'est difficile de ne pas le faire. Mais nous, on veut l'avoir avec l'effet dynamique. Parce que s'ils le font en disant on repart de la base de l'année dernière, on vous donne le pourcentage de TVA qui correspond au produit de l'année dernière, ou pire, on vous donne la part de TVA qui correspond au produit de l'année dernière diminué des 13 millions, on partira avec un peu plus qu'une épine dans le pied. Donc c'est en discussion, on tient très fort à ça parce que d'une certaine manière c'est la reconnaissance à la fois de nos compétences, elles sont économiques, et de la TVA c'est en partie du produit économique. C'est important parce qu'on n'est pas sous tutelle des dotations, c'est important parce que ça produira progressivement au fur et à mesure de la montée en puissance de nos politiques dans les différents domaines, ça produira d'une ressource qui sera dynamique, donc on est très attaché à ça. Ça n'est pas acquis. Les dernières expressions d'Édouard Philippe semblent indiquer que la discussion reste ouverte. Le congrès a lieu à Orléans cette année. Est-ce que ça se passera Alors, là, vous doutez, il va pas amener le chèque de... C'était combien 4 millions d'euros qui vous manquait pour la compétence économique? Oui, il ne va pas amener le chèque de 4 millions d'euros. Bah non, si vous demande de réduire de 13 millions. Non, mais nous on n'a pas acté hein, cette idée de la diminution, donc c'est ouvert et c'est quelque chose de très important. En tous les cas, vous avez vu comment cette problématique des 13 milliards, elle avait été appréhendée par les élus, non pas pour défendre leur truc, mais on risque d'orienter à la baisse les budgets d'investissement. Et si vous orientez à la baisse les budgets d'investissement, rappelez-vous la période où le bâtiment, les travaux publics étaient exsangues, c'est parce que les collectivités ne parvenaient plus à maintenir leur budget d'investissement. Ne retournons pas dans cette période, elle est anti-économique. Cette discussion, c'est avec le Premier ministre que vous l'amenez. Alors, c'est avec parce que l'autre partie, c'est Bercy, qui crée des soucis. La taxe, enfin la TVA, c'est avec Édouard Philippe. C'est avec Édouard Philippe, mais Édouard Philippe a un peu Bercy dans le casque quand même, quoi. Il suit ça. Donc, il faut qu'il comprenne bien. Il vaut mieux gager
une partie des économies à réaliser sur la dynamique de croissance de ce qu'elle produit comme ressource que sur un cadre qui tuerait la croissance. En tous les cas, là-dessus, c'est un point de discussion. Vous attendez qu'il arrive avec des propositions à la fin du mois Un Premier ministre qui se déplace à un congrès de collectivité, s'il vient en disant les temps sont difficiles, etc., je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'applaudissements. Hein, je sais bien qu'il est extrêmement apprécié par son ancien camp politique, j'ai compris ça ce week-end, mais pour autant, je ne sais pas si ça mettra M. Wauquiez en transe positive d'entendre que sa région... Mais les sénatoriales, il faut passer. Mais c'est ça le jeu. En tous les cas, nous, on vient avec des propositions. On vient avec des propositions qui est... les régions sont prêtes à discuter d'une participation à nouveau, je dis bien à nouveau. Il ne faut pas que ce soit un marché de dupes, et que les collectivités qui fassent l'effort, et en tous les cas, absolument pas dans les proportions qui sont indiquées là, qui seraient des proportions délétères. Donc c'est pas circuler, il n'y a rien à voir, c'est discuter, mais ne mettez pas sur la table l'objectif des 13 milliards avec toutes ces incidences, parce que là, franchement, il n'y aurait pas grand-chose à discuter, si ce n'est le repli des politiques publiques. Donc on est là-dessus. Le troisième sujet national qui est important, me semble-t-il, c'est l'aspect des emplois aidés. L'aspect des emplois aidés, je vais y insister. Vous l'avez beaucoup traité, et c'est bien, hein, dans vos papiers, vos émissions, etc., sous l'angle des associations et des communes, intercommunalités. Je vous donne un chiffre. Quand l'État nous a confié la responsabilité de la restauration, de l'hébergement, de l'entretien et de l'accueil dans les lycées, c'était la loi de 2004, avec un effet 2006, il nous a transféré une partie des moyens financiers, c'est-à-dire les salaires sauf les primes, parce que chez nous elles étaient plus élevées. Il nous a transféré les postes et il nous a transféré 216 emplois aidés. Au niveau du centre Val-de-Loire. Au niveau du centre Val-de-Loire, il y avait 216 personnes qui travaillaient pour que la restauration soit réussie, pour que l'entretien soit fait, etc. Ils n'étaient pas là par hasard, ils étaient là parce que globalement l'État n'avait pas créé suffisamment de postes durables et qu'il utilisait les systèmes des emplois aidés. On a vécu avec ça, on continue à vivre avec ça. Tous les ans, quelle que soit la sensibilité du gouvernement, les préfets m'ont appelé et m'ont dit, dans le nouveau dispositif des emplois aidés, on compte sur vous, Monsieur le Président, pour conserver les emplois, etc. Il n'y a pas de problème, ils sont indispensables, on les conserve. Ils ont été transférés. Aujourd'hui, on n'en a pas 216, on a considérablement augmenté, on en a 222. C'est pour vous dire que vraiment, on est à égalité. Si demain, ils retirent ces 222 postes, je ne sais pas, absolument pas, je n'ai pas la capacité de les remplacer par des emplois stabilisés, titulaires ou pas titulaires, peu importe. Et je n'ai pas la capacité de prendre en charge la part essentielle du salaire qui était porté par l'État, qui était en moyenne à 70%. Donc là, j'ai un vrai sujet, c'est une décision qui a été annoncée, c'est pour ça que les collectivités râlent, annoncée de manière unilatérale, sans évaluation. Parce que moi, je ne vais pas me renier. Le plan qui a été le plan des emplois aidés voulu par les gouvernements passés, c'était notamment les emplois d'avenir. Et vous vous souvenez, je vous avais dit comment on mobilisait l'outil de formation pour que ces emplois d'avenir soient formés. On les a formés. Et dire qu'ils vont tous au chômage, c'est pas vrai. Plus de 70% ont un emploi directement derrière. Donc, au plan social, au plan humain, c'est un outil d'insertion de personnes qui sont loin de l'insertion professionnelle. Et au plan du service public, c'est des gens qui contribuent très directement à un service public de qualité. Donc là-dessus, moi j'ai écrit au Premier ministre, c'est le courrier dont je vous ai donné copie, pour l'alerter en lui disant on ne peut pas envisager de faire fonctionner les services avec une diminution drastique des emplois aidés telle qu'elle est annoncée. Vous avez une réponse déjà ou pas? Non. Non. J'en ai parlé au préfet, j'ai pas de réponse. Il y a des gens qui ont vraiment utilisé ça comme une reprise de confiance, un ressourcement, une appropriation de nouvelles compétences professionnelles, notamment des gens qui étaient un peu avancés dans leur carrière, qui se trouvaient au chômage, qui trouvaient là pour 4-5 ans la possibilité. Donc on a un point qui est un point très préoccupant.
président de la République, dans sa campagne, dans ses discours de président, dans son intervention auprès des collectivités représentées au Sénat le jour de la grande conférence des territoires, le 17 juillet, a dit très clairement qu'il souhaitait avoir avec les collectivités territoriales un vrai partenariat autour de plateformes avec les différents niveaux. Et nous avions déjà mis une plateforme en place, vous vous souvenez, avec les gouvernements précédents. Et donc, nous demandons à ce que ces déclarations se traduisent concrètement par une prise en considération des collectivités, non pas comme des externalités de l'État sur lesquelles on pourrait faire peser tel ou tel resserrement dramatique, mais comme des collectivités qui portent dans un pays décentralisé avec une totale légitimité de l'action publique, et que la réforme sur l'apprentissage, la réforme sur la forme pro soit discutée fortement, nettement, centralement avec les collectivités qui ont une responsabilité là-dedans. Que l'approche de l'emploi, elle puisse entrer, c'est la raison pour laquelle je demande la décentralisation de l'animation de Pôle emploi, qu'on puisse avoir des avancées dans le fonctionnement institutionnel qui donnent à l'action publique de la réactivité. Là où on a des pesanteurs quand on travaille en verticalité, de l'État jusqu'au terrain, eh bien on reconnaisse les vertus de la décentralisation et qu'on donne aux régions véritablement, qu'on reconnaisse aux régions la plénitude de leur réponse. Ça, ce sera fortement demandé, comme sera très clairement demandé qu'il n'y ait pas de remise en cause de leur capacité à agir dans les proportions. Encore une fois, nous dirons notre disponibilité pour travailler avec l'État à cet effort qui doit être fait pour la maîtrise des finances publiques. Mais on a fait l'effort et d'autres ne l'ont pas fait. Et deux, l'effort deuxième génération tel qu'il se profilerait, si c'était les 13 milliards avec leurs conséquences, il n'est pas supportable. Ça, on le dira fortement. Donc on veut être au cœur des discussions, des réformes, quand elles touchent directement nos compétences. On veut que les nouvelles compétences dans l'économie, dans les transports, etc., passent par des plateformes contractuelles qui engagent les uns et les autres. Quand vous apprenez, vous êtes président de région, on vous dit les lignes 7, 8, 9 désormais ne seront plus entretenues par des capitaux venant de l'État via l'intervention de SNCF Réseau, mais c'est à la charge des régions. On vous dit ça comme ça. Il n'y a pas 1 euro qui est apporté. Et la plus petite des factures, elle est à 30 ou 40 millions d'euros. Enfin, autant dire, il n'y a pas d'argent public pour faire ces trucs-là, mais on ne peut pas dire désormais c'est les régions, mais on ne leur donne pas les moyens de faire. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Donc on veut vraiment des plateformes qui reconnaissent les responsabilités des uns et des autres, qui articulent, pour faire des économies, qui articulent nos responsabilités. Et moi je suis pour qu'on aille jusqu'au bout de la décentralisation. Je pense qu'il y a des services de l'État dans leur fonction d'impulsion des effets de la loi et dans leurs responsabilités de contrôle sont absolument indispensables. Mais je ne suis pas sûr que lorsque la compétence a été décentralisée, les compétences de l'État, les interventions de l'État, soient en pilotage des actions, soient nécessaires. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de la décentralisation. Ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la formation professionnelle, ça vaut pour etc. etc. Et cette action offensive, elle est concertée avec tous les présidents? On a eu une conférence, Philippe Richert et moi-même, donc le président des régions de France, et moi-même en tant que président délégué, deux sensibilités politiques qui ne sont pas convergentes. On a fait une conférence de presse nationale et on a dit ensemble ces choses-là. Donc on est, encore une fois, complètement disposé au dialogue, absolument pas disponible pour se faire garrotter silencieusement. Comme l'ensemble des régions, un moment particulier là, dans cette année 2017-2018. Pourquoi? Parce qu'on passe vraiment aux compétences XXL. On passe vraiment aux compétences XXL. Vous avez, c'est vrai en éducation, en formation professionnelle, ça a été et ça le reste. C'est vrai en mobilité, ça ne l'était pas et ça le devient. C'est vrai au niveau économique, ça ne l'était pas et ça le devient. C'est vrai dans à peu près tous les domaines qui conditionnent des logiques de développement des territoires. Sur la mobilité, je vous donne un chiffre.
Hier, 50 000 personnes transportées dans notre région par des services dépendants de la région, et c'était le TER. Au 1er septembre, combien de personnes transportées? 190 000. Parce que vous avez le TER, vous avez les TET qui étaient État qui basculent à la région sur 5 lignes, vous avez le transport scolaire et vous avez le routier interurbain. Et donc on a là vraiment un changement complet de paradigme. Le fait régional structure le développement des territoires et de la région et impacte de plus en plus la vie des concitoyens, la vie quotidienne des concitoyens en région Centre-Val de Loire. Quand vous dites 190 000, 200 000 personnes transportées, ça veut dire que presque un habitant sur 10 en région a son quotidien directement impacté par des politiques régionales. Donc le fait régional qui est compétence XXL et une responsabilité qui change de nature dans cette période, c'est la régionalisation de l'action publique à l'échelle de notre pays. Et c'est une bonne chose, c'est de la décentralisation, c'est de la bonne décentralisation. Clin d'œil à ce que je disais précédemment, comment accepter dans ces conditions que nous ayons, là où nous avons des compétences XXL, un budget S, un budget small? C'est quand même un sujet. Ben non, vous donnez des compétences et vous dites c'est quand même un sujet. Donc c'est pas une prise de position, François Bonneau il veut gérer un plus gros budget. C'est pas ça le sujet, c'est au moment où les compétences bougent, donnons aux collectivités qui ont ces compétences les moyens d'exercer leurs compétences. Ce que j'ai voulu avec mes vice-présidents, la majorité, et qui suis largement employé, c'est que la marque de la région dans cette rentrée soit celle dynamisme et solidarité. Dynamisme et solidarité, je vais vous dire comment ça se décline dans les différentes thématiques qu'on a rapidement abordées à l'instant. Dynamisme et solidarité. Dynamisme, c'est-à-dire que moi je suis contre le surplace. Vous ne me verrez jamais en posture de défense, en posture de conservation. Quand je demande des moyens, c'est pour avancer, c'est pour le développement, etc., etc. Je ne suis pas dynamisme parce que les régions portent des secteurs qui sont dynamiques et la solidarité. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans un modèle qui est un modèle libéral ou est-ce qu'on est dans un modèle plus juste et plus équilibré? Si on prend la mobilité, j'y reviens. La région, elle est sur tous les fronts de la mobilité. Bien évidemment, nous conservons nos responsabilités en matière de TER. Nous y ajoutons ce qui était fait par l'État sur les lignes qui étaient restées État d'équilibre du territoire. Elles basculent à l'échelle de la région. Et alors qu'avant nous n'étions que sur le rail, nous sommes aujourd'hui la collectivité de la mobilité par la route, puisque nous prenons à la fois les 108 000 élèves transportés, et transportés par les départements hier, et la responsabilité de l'interurbain. Il y a eu une question à laquelle je n'ai pas répondu précisément jeudi après-midi, c'était le nombre de personnes transportées en interurbain, c'est 9 000 à l'échelle de notre région par jour. La somme des départements, les 6 départements, transportaient 9 000 personnes et nous reprenons cette responsabilité. Et quand on fait la somme du rail, TER, TET transféré et de la route scolaire et non scolaire, on arrive à ce chiffre de 190 000 personnes transportées, là où nous en avions 50 000 jusqu'à maintenant. C'est donc là un changement total de nature. Mais cette mobilité, moi j'ai voulu qu'on la place dans un paradigme qui est un paradigme d'intermodalité. Je veux que la mobilité soit conjuguée à tous les modes. Que la mobilité soit conjuguée à tous les modes, ça veut dire concrètement le mode ferroviaire, le mode routier et le mode du partage. Parce que aujourd'hui, on peut, grâce au numérique,
on peut, grâce à une nouvelle conception de la propriété du véhicule particulier, etc., on doit pouvoir répondre à une partie des besoins de mobilité qui s'expriment et qui ne peuvent pas trouver la réponse avec un car, etc., un car système. Dans tous les cas, il faut qu'on soit dans l'intermodalité, dans la multimodalité et surtout dans la composition d'une offre de déplacement qui organise, qui conjugue, qui harmonise, qui met en continuité la grande différence. Vous vous souvenez, on en parle moins maintenant, mais vous en aviez parlé dans la presse, quand il y a eu le développement du covoiturage. On s'est aperçu tout d'un coup que c'était bien, mais que les lieux de covoiturage, il n'y avait absolument pas les espaces pour que les gens puissent stationner la voiture, etc., etc. Et là, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Nous devons entrer dans cette mobilité conjuguée à tous les modes et à toutes les personnes, à tous les modes et à toutes les personnes, parce qu'on est aujourd'hui en responsabilité du transport de l'enfant de maternelle, mais aussi de la mobilité qui permet à quelqu'un d'un peu âgé d'aller voir l'autre à l'hôpital, etc. etc. Il y a une inégalité entre le rural et les agglos d'Orléans-Montargis, où les jeunes et même les adultes peuvent pas le même taille. Alors j'ai vu ça, ouais, j'observe. Hein. Nous avons pris la responsabilité. J'avais dit pendant la campagne que nous serions sur le principe de gratuité, pas par idéologie, mais parce qu'il s'agissait d'abord de l'école et de la formation, qu'il fallait que toutes les familles soient à égalité, que ça redonnait du pouvoir d'achat et que ça créait une situation la même sur la totalité de la région. Nous avons une responsabilité, je l'ai dit, sur maternelle, primaire, collège et lycée. On y a ajouté, ce n'était pas le cas, les apprentis. On y a ajouté les apprentis. Et les agglos, les grandes intercommunalités ont la responsabilité sur leur territoire. J'observe que 2 grandes intercommunalités font la gratuité, c'est Chartres et Châteauroux. Chartres et Châteauroux, que d'autres ne le font pas. Donc, en effet, la décision de la région, là où elle a une responsabilité, d'abord, ça éclaire la conception que nous avons de la ruralité. C'est une conception extrêmement solidaire. Et puis, d'autre part, ça montre que l'action publique, comme elle l'est à Châteauroux, à Chartres et comme elle l'est désormais dans la région pour les zones non urbaines, l'action publique peut s'orienter vers ça. En tous les cas, nous on a voulu cette solidarité, cette politique, on a voulu, je vous disais, dynamique et solidarité. Mais la solidarité, c'est la gratuité que nous appliquons à la mobilité des scolaires. Donc une responsabilité importante en volume, une responsabilité qui doit... qui part pas de rien. Moi, je ne jette pas la pierre au département. Hein. On a hérité d'un système de transport scolaire qui était bien tenu. Le deuxième sujet, c'est économie-emploi avec dynamique et solidarité. Dynamique parce qu'on est dans ce moment avec une augmentation de 50% du nombre de personnes qui accèdent à la formation professionnelle. Dynamique parce que, comme quelques autres régions, je suis demandeur d'un pilotage de Pôle emploi pour tous les dispositifs qui interfèrent avec l'action de la région. Il ne s'agit pas du tout de mettre les salariés de Pôle emploi sous notre... d'en faire des fonctionnaires régionaux. Ils sont État, c'est très bien. Mais lorsqu'ils travaillent sur des politiques publiques de l'emploi qui sont directement liées au développement économique de la région ou au développement de la formation que nous portons, je souhaite vraiment avoir ça. Dynamique parce qu'on lance ce mois-ci, et vous serez invités département par département, on lance ce mois-ci le fameux portail de DevUp qui va permettre à toutes les entreprises, à tous les porteurs de projets d'entreprise de venir très simplement trouver dans DevUp l'acteur qui peut les aider. Et une politique solidaire parce que je relance, et ça va être à partir d'octobre, Antoine, c'est ça, les cordées du territoire. Et je relance également dans cette relation entre l'économie et l'emploi le dispositif Assure ta rentrée. Donc là aussi une articulation entre des politiques dynamiques, de développement, de croissance et une logique de solidarité. Retenez ce chiffre, je pense qu'on aura
1000 apprentis de plus à cette rentrée. À cette rentrée ou dans les semaines qui viennent, c'est les entrées de plomb. J'ai regardé la dynamique, 1000 apprentis de plus. On avait mis dynamique parce qu'il y a des moyens derrière ça. Il y a 29 développeurs, vous vous souvenez, on en a parlé. C'est un début dans notre reconquête du nombre d'apprentis, puisque nous souhaitons nous porter à 23 000. Donc si on avait 1000 de plus, on serait entre 19 700 et 20 000. Ce qu'on a changé cette année, c'est l'offre des entreprises. On est allé au plus près des entreprises pour leur dire rentrez dans l'aventure de l'apprentissage. Prenez des apprentis. À toutes ces entreprises qui n'en avaient pas ou qui en avaient peu, on a travaillé pour. Donc il faudra analyser, je n'ai pas les chiffres, hein, on est en train de faire la rentrée, il faudra analyser quel est le vecteur qui a joué le plus. Est-ce que c'est l'offre? Il y a certainement un effet offre, hein. Parce qu'il y avait beaucoup de secteurs où les jeunes cherchaient mais ne trouvaient pas. Et puis qu'est-ce qui est de l'ordre du changement de mentalité? En tous les cas, là on est sur une dynamique. Et puis dynamique éducation-formation, c'est la dynamique des travaux et du numérique dans nos lycées, nos CFA. Je vais aller visiter 22 lycées là, à la rentrée. Je fais 22 visites territoriales sur le terrain dans les 15 jours. Et je vais essentiellement voir là où il y a des formations nouvelles, là où des travaux se développent et il y a beaucoup de chantiers ouverts, et là où nous avons des évolutions importantes en matière de numérique, puisque nous continuons à développer le numérique. Sur ce secteur de l'éducation et de la formation, ce que je veux vraiment valoriser à cette rentrée, c'est le grand mouvement que nous lançons s'agissant de la restauration collective et des circuits courts dans la restauration collective. C'est le grand vecteur de restauration collective, puisque nous entrons, nous entrons dans un moment où j'avais jeudi, j'avais tous les chefs de cuisine de la région en blouse blanche à la région qui venaient pour voir comment nous allons mettre en place ce travail-là. On a eu 10 lycées qui ont expérimenté l'année dernière et là on généralise. À cette rentrée, je demande à tous les lycées, à tous les gestionnaires, à tous les chefs de cuisine d'inscrire cette priorité progressivement à leur commande, de telle manière que la consommation collective dans nos lycées et nos CFA puisse féconder, puisse servir, puisse porter la production en région. Et de la même manière, j'ai réuni beaucoup d'agriculteurs responsables des chambres, etc. à Chaumont, c'était au début du mois de juillet, pour discuter de ça avec eux. De la même manière, on est en train d'organiser l'offre, d'aider les producteurs à fédérer leur offre pour pouvoir répondre en volume et dans le temps aux demandes portées par la restauration collective. Et pour qu'il y ait le lien entre les deux, on installe dans ces moments-ci un logiciel sur tous les bureaux des gestionnaires chefs de cuisine qui leur permettra progressivement de connaître l'offre disponible en matière de production dans le rayon géographique qui peut les intéresser, qui leur permettra également d'émettre des souhaits de manière à ce que les producteurs puissent orienter. On fait vraiment un lien fort et ça c'est une révolution. Dans un système qui était simplement un système qui passait par une logique d'échange financier, c'est une révolution, on essaie, et il y a une belle adhésion, il a fallu du temps, mais il y a quand même une belle adhésion au principe, à la fois de la part des producteurs, les agriculteurs et les consommateurs. Et aujourd'hui je mets le bio dans cet effort de proximité, parce que du bio qui vient de l'autre bout du monde, c'est pas plus vertueux que du non bio qui vient de l'autre bout du monde. Donc je mets le bio à l'intérieur de ça, et l'objectif que nous nous donnons, c'est d'arriver à 20%, Antoine, tu me confirmes le pourcentage, à 20% de bio dans la consommation de nos lycées, et donc à l'intérieur, bien évidemment, c'est du bio de local, c'est du local, et donc je mets ça. Il faut que nos lycées, quand ils ont priorisé ça, disent ben, moi je veux du pain bio, et je veux du pain bio avec un boulanger et une farine qui est produite dans les terres bio qui sont désormais en complet développement sur notre région. 20% à quelle échéance? À l'échéance de la fin du mandat, c'est-à-dire 2021. Et le taux concernant le local bio et non bio? Le taux, ouais.
on part de quasiment rien. C'est pareil, moi je voudrais qu'on arrive à 20% de consommation locale. Vous savez, dans la crise de... Ben, si on arrive à 50, moi je prends. Mais fixons-nous, là on met en place cette année, si dans 2 ans, 3 ans on est à 20%, vous voyez le gap. Hein. Vous voyez le gap. Ça veut dire que les circuits de production sont complètement organisés, que tout ce qui est transformation, je pense aux légumeries, je pense à l'abattage, etc., c'est structuré. Franchement, si on arrive à ça, ce sera une très très belle évolution. D'autre part, on est à 25-30% de pertes dans la restauration collective. C'est les ratios nationaux. Si vous mobilisez les jeunes sur des produits locaux, si vous organisez un lien entre les jeunes et les producteurs locaux qui vont venir faire de la transformation, de la démonstration, etc., que vous en faites des vrais citoyens. Si on diminue sensiblement ça, le surcoût d'achat de matière, il peut tout à fait être compensé. Je crois qu'il faut écrire différemment l'équation qui on part que du coût, que du prix, elle amène à cette aberration où on a des producteurs de qualité ici qui ne trouvent pas leur marché et qui crèvent de faim parce qu'ils vendent dans le grand système exclusivement. Ceux qui faisaient du circuit court en 2016 d'une manière suffisamment significative ont beaucoup mieux tenu la tête hors de l'eau. Dans des sujets comme ça, c'est ça qui est à la fois éprouvant mais passionnant dans ma responsabilité, c'est de relever les manches, de réunir les gens puis de leur dire est-ce qu'on partage? C'est ce que j'avais une réunion de proviseurs, c'était le 24 août, j'ai réuni les proviseurs. Et je leur ai dit ça. Je leur ai dit, est-ce qu'on partage cette idée que c'est insupportable dans la première région agricole de France et d'Europe que quasiment aucun produit ne soit acheté localement. Est-ce qu'on partage l'idée que les modalités de vente de ces produits font que les producteurs sont complètement étranglés et que vous-même, vous êtes amené à acheter à l'autre bout du monde des produits que vous aimeriez trouver? Ils sont d'accord avec ça. Et bien comment on fait? Donc moi, mon travail, c'est de les convaincre et après de leur donner les outils. Et les outils, c'est former les chefs de cuisine, c'est donner aux gestionnaires qui avaient l'angoisse des marchés publics. Ils me disaient, non, président, le marché public, dans son article, machin, c'est ça. D'accord? Et bien voilà, telle expérience. Le gars, il n'est pas en prison, il va venir témoigner devant vous. Il a pris les marchés publics, il les a adaptés et ça a marché. Voilà l'outil que je vous donne. Je vous propose que nous co-construisions, et on l'a fait l'année dernière, un outil de gestion. C'est sur votre ordinateur un logiciel qui vous permettra, etc. Donc c'est un travail qui est... mais à la limite, vous savez, c'est meilleur de travailler comme ça. Parce que vous emportez l'adhésion. Et on arrive à 100% de l'objectif. Si vous y êtes par la contrainte, le gars il va se fuiter. Donc, et pour vous donner l'importance de la santé, 3 prochains mois, 3 inaugurations de MSP. Neuilly-Pompierre, c'est dans l'Indre-et-Loire, Noyer, c'est dans le Loir-et-Cher, et Fleury-les-Aubrais, c'est dans le 45. Et c'est intéressant parce que vous en avez 2 dans la ruralité, vous en avez une dans l'urbain, Fleury-les-Aubrais. Donc on continue, rythme de mobilisation optimale sur ces sujets-là. On arrivera à combien ici? Neuilly-Pompierre. Ah ben mon objectif c'est 100. On en est à 68, là, on aura passé les 70 avec cette fois-là. Le rythme est le bon. Et dernier, est-ce que vous souhaitez que je vous parle du tourisme, un mot là? On aura une conférence de presse tourisme. Il y aura le bilan, mais vous avez fait l'amabilité de venir. Moi je veux vous dire que 10% d'augmentation de la fréquentation de nos grands sites, c'est à portée de fusil. Là aussi, on n'a pas les chiffres consolidés. Depuis le début de l'année. Ouais. 10% sur 2017, c'est notre objectif. Il y a même des endroits où ça va dépasser ça. C'est ça aussi. Ah non, mais c'est Chaumont, c'est Amboise, c'est Chambord, c'est. Ah non, c'est le Rivaux, Petit Château, etc. On a l'énorme effort avec une augmentation importante des clientèles italiennes et italiens, ça me fait plaisir, ça prépare ce qu'on va pouvoir faire avec eux sur la renaissance, italienne et espagnole. Et donc, je ne vous donne pas le détail, mais c'est 10%, c'est vraiment le résultat d'un engagement collectif et la région, vous le savez, a pris une très large part dans tout ça. Et puis, toujours sur le tourisme, on a une augmentation très sensible
et on pensait avoir peut-être touché un plafond très sensible sur le vélo, à la fois la Loire à vélo, tout le monde le dit, mais aussi nos nouveaux itinéraires à vélo qui amènent du vélo et du tourisme sur des régions, des territoires qui ne sont pas centralement sur la Loire. Quand on fait le Cher à vélo, l'Indre à vélo, la Sologne à vélo, le Perche à vélo, etc. Le long des canaux aussi, non? Les canaux à vélo pour le Loiret, ça a été très fort. Donc on est en plein développement de ça. C'est un beau. Les échappées qui ont marché, vous en avez rendu compte d'ailleurs assez régulièrement, ont bien marché toute cette année. Donc c'est une dynamique et une solidarité parce qu'on est en train de renforcer l'axe ligérien, mais en même temps d'entraîner les autres territoires dans notre dynamique donc solidaire avec la ruralité. Un mot sur l'université, sur les universités, mais relié à la santé. Alors qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de... Non, je parle pas de personne, je parle juste de... Lors de sa conférence de presse, le maire d'Orléans disait qu'il allait discuter avec vous de la possibilité de m'aider, j'allais dire le CHR d'Orléans, à des formations médicales plus poussées. Est-ce que vous êtes au courant? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que j'ai provoqué au mois de février ou mars. Février ou mars, j'ai provoqué une réunion, c'était jamais fait. Le préfet de région, les maires présidents de Tours et d'Orléans, les présidents d'universités, tous les acteurs concernés, Tours-Orléans. Et on a abordé très directement ce sujet-là, sous l'angle qui était l'angle de la santé, mais pas que. Parce que les coopérations elles doivent se développer de manière transversale. Donc, je suis allé au ministère, j'ai rencontré tout le monde, et on m'a expliqué que Tours était une petite fac de médecine, avec 230, 250 étudiants. Que la couper en deux, ça n'aurait aucun sens, on n'aurait pas le... Ok. Donc, c'est vrai. Que la question, c'était de savoir comment on avait à partir de ce qui était fait à Tours, une diffusion sur l'ensemble. C'est là-dessus que je suis parti sur la mise en place des postes de chef de clinique assistant. Et on a explosé le nombre d'internes. C'est là-dessus que je suis parti pour des sièges, des fauteuils d'odontologie, comme dirait la vice-présidente Anne Leclerc, pardon. C'est là-dessus qu'on est parti pour avoir les moyens qui sont les moyens de formation. Et il faut que nous continuions comme ça. Il ne faut surtout pas qu'on mette en rivalité, il faut qu'on mette en complémentarité. Et si on coupe la racine en deux, en espérant que chacune développera un petit machin, on n'y arrivera pas. Donc il faut que les stages se fassent ici. Il faut que les stages, il faut qu'on ait de plus en plus de MSP universitarisés. Il faut augmenter notre nombre de postes de chefs de clinique assistants, parce que c'est ça qui fait venir des jeunes en formation. Et réfléchissez à l'histoire des premières années. On a des classes préparatoires à Potiers en sciences. Est-ce que c'est les classes préparatoires à Potiers en sciences qui font qu'il y a des ingénieurs 7 ans ou 8 ans plus tard, ou est-ce que c'est le fait d'avoir une polytech, c'est-à-dire une école qui prend des jeunes dans la fin de leur formation, qui les forme et qui leur fait faire les stages dans les entreprises? C'est ça qui compte. Ça peut être les deux, là on a les deux. Mais la médecine, ne faisons pas de cette première année un sujet. Il y a un début. Il y a un début puisque vous savez qu'on engage un texte qui dit qu'on peut accéder à la deuxième année de médecine à partir d'un concours qui est un concours préparé soit à partir de PCEM, ça s'appelle maintenant comment c'est la première année de médecine, maintenant il y a un nouveau nom. C'est la PACES. C'est la PACES. Puis PCEM, c'est la PACES. Qui se met en place d'ailleurs. Alors justement, maintenant on peut préparer à partir des études de biologie et des étudiants qui ont brillé par les études de biologie. Mais bien évidemment, si on prend cette voie-là, on va essayer de l'appuyer fortement, c'est une voie complémentaire, sur notre fac orléanaise. Voilà. Donc complémentarité et surtout pas concurrence, parce que si on se met en concurrence, on n'obtiendra jamais les réponses aux besoins urgents qui sont des besoins de médecins qui s'implantent dans notre région.
vous dire que 2019, 2018, 2019, là on rentre vraiment dans quelque chose de central qui va se préparer. Le fait régional, je vous l'ai dit, eh bien le cœur de l'Europe battra dans cette région en 2019, parce que ce sera le 5e centenaire de la Renaissance, le 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci, le 5e centenaire de la première pierre de Chambord, et qu'on veut faire de notre région vraiment le cœur de la Renaissance, non pas la Renaissance muséographiée, la Renaissance, c'est-à-dire la création, la créativité. Vous dire également que très bientôt, dans un mois, dans moins d'un mois, on aura toutes les régions de France qui seront ici à Orléans, et c'est à la fois une fierté et un plaisir. Vous dire qu'on engage aussi sur cette année l'élaboration de notre schéma régional d'aménagement durable du territoire, le SRADET, et je veux qu'on va avoir, ce sera le combien ? 21 novembre, un grand moment où on va faire partager les grands axes, les valeurs du SRADET, et où on lancera des dizaines et des dizaines d'ateliers pour qu'on ait là aussi une co-construction.